Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour assister à cette conférence débat intitulée Urgence climatique, crise démocratique, sommes-nous légitimes à désobéir? Le droit de résistance est une constante dans l'histoire française puisqu'il est consacré dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on le retrouve 4 ans plus tard dans la Constitution du 24 juin 1793 qui affirme que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce droit de résistance semble trouver son prolongement naturel dans les actes de désobéissance civile qui ont permis au peuple d'obtenir à plusieurs reprises gain de cause dans des batailles sociales. En effet, la désobéissance civile est un outil central dans les luttes féministes, que ce soit en Angleterre avec les actions des suffragettes, mais aussi en France, avec notamment le manifeste des 343. C'est également grâce à elle que la Cour suprême des États-Unis a déclaré la ségrégation illégale dans les lieux publics en 1956. Qu'elles aient lieu à Sainte-Soline, sur le chantier de l'A69 ou encore sur le site d'Arkema à Lyon, ces mobilisations illustrent l'importance actuelle de la désobéissance civile dans les luttes liées à la protection de l'environnement. Alors que notre État semble ignorer l'urgence climatique, en témoigne sa condamnation en 2021 par le tribunal administratif de Paris lors de l'affaire du siècle, la question se pose de la légitimité de ces actes. En effet, des moyens institutionnels sont censés être en place pour permettre aux citoyens de participer à la prise de décisions qui ont un impact sur notre environnement. Néanmoins, il semble que la crise climatique s'additionne à une crise de notre modèle démocratique et que ces moyens ne soient plus suffisants pour agir face à l'urgence. Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nathanaël Dufy-Ménard, avocat en droit des collectivités territoriales engagé sur les questions de démocratie locale et d'action publique. Sylvie Olitro, directrice de recherche au CNRS, politiste, spécialiste des mobilisations et de l'écologie politique. Frédéric Reich-Rigon, administratrice de France Nature Environnement Rhône. Et Lucas Martin-Brodzicki, journaliste indépendant spécialisé sur les enjeux écologiques locaux et les pollutions et enseignant au journalisme à l'Université Lumière Lyon 2. Je vais vous laisser le soin de mieux vous présenter et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation, pour cette préparation qui était de qualité. Me présenter rapidement, il y a plusieurs choses. Je suis là en tant qu'avocat. Avocat en droit public. On parlera après pourquoi c'est important cette distinction droit public et éventuellement droit pénal. Avec une casquette, vous allez peut-être dire que je suis du mauvais côté de la barrière, je défends la puissance publique. Je n'ai pas pris de huée pour l'instant. Alors, je défends la puissance publique. Vous allez voir aussi pourquoi c'est important, puisque la puissance publique, à travers les droits des collectivités territoriales, peut être amenée aussi à être dans la désobéissance. Je défends la puissance publique en termes d'expérience aussi. J'étais directeur général des services de collectivité, donc toujours dans cette puissance publique, qui n'est pas un vilain mot. Que dire d'autre? Donc, avocat, droit de la puissance, droit de la collectivité. Deux autres choses. J'ai pu, avec d'autres membres qui ne sont pas ici d'un collectif, non Dino, me battre sur un projet écocide. Donc, je suis passé peut-être du bon côté de la barrière, voir qu'est-ce que c'était aussi de se battre contre l'administration et en toute immodestie aussi de quasi gagner ce combat écocide. Et troisième point, qui est aussi important, en lien avec la notion de démocratie, candidat et tête de liste sur la commune où j'habite, Trévoux, pour essayer de créer ce qu'on appelle des îlots de résistance, changer au plus près du local la politique en lien avec, entre autres, les enjeux de bouleversement climatique. Je vous remercie. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Sylvie Olitro, je suis directrice de recherche au CNRS en sciences politiques. Alors, je n'ose pas le dire, mais ça fait au moins 30 ans que je travaille sur les mouvements écologistes, les ONG d'environnement, les contestations environnementales. Actuellement, mais aussi lié à la fois à un programme européen qu'on avait réussi à décrocher avec mon collègue britannique Graham Hayes à l'époque, qui était britannique et encore dans l'Europe, on va dire. À l'époque, on pouvait prétendre à des financements européens. On avait déjà travaillé sur la désobéissance civile, mais c'était en 2000-2010, et c'était sur les questions à l'époque d'OGM.
C'était sur les procès militants, en fait. C'était d'ailleurs moins la désobéissance civile que les procès militants, comment on voyait arriver, on va dire, dans les espaces judiciaires, des contestations qui passaient aussi par la désobéissance civile. Et donc ça nous a entraîné, alors on va en parler ce soir, à écrire ce bouquin sur la désobéissance civile, paru à Sciences Po, les presses de Sciences Po. Comme je l'ai dit tout de suite à mes collègues de côté, là, il y a évidemment beaucoup de nouveautés sur la désobéissance civile, et actuellement depuis 5 ans surtout, ce qui nous a amené à revoir ce bouquin presque entièrement il y a 2 ans, pour y inclure les soulèvements de la terre et tous les nouveaux mouvements sociaux liés à cette question. Après, je travaille aussi, mais ça c'est plus contemporain. Je commence à peine un grand programme de recherche porté par le CNRS au niveau national, où il y a à la fois des sciences, comme on dit, dures, parce que moi je suis sciences molles, on va dire, sciences humaines et sociales, sur les questions de risque et de réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est aussi, alors le voisin par les puissances publiques, moi je rappelle aussi que je suis fonctionnaire, parce que CNRS fonctionnaire, et il faut quand même, pour l'instant en tout cas, et ça je lance aussi des alertes sur les prochaines élections ou les prochaines étapes, pour l'instant le CNRS et un certain nombre d'institutions, d'organismes publics français continuent à soutenir les questions climatiques, y compris dans la recherche. Et là aussi, je fais aussi une deuxième petite alerte pour la suite, en sachant qu'on a des collègues, notamment aux États-Unis ou ailleurs, qui ont vu leur programme de recherche être coupé. Ils ont été licenciés et un certain nombre d'entre eux commencent à frapper à nos portes pour arriver dans nos laboratoires. Donc ça aussi, pour vous mettre dans l'ambiance de la soirée, c'est ce qui se passe en ce moment dans la recherche. Bon. Donc moi je suis une militante associative, je suis naturaliste ou biologiste ou science naturaliste de formation et de vie professionnelle, éducatrice à l'environnement, puis coordinatrice, puis directrice, puis maintenant bénévole de France Nature Environnement Rhône. Comme vous êtes dans l'ensemble très jeune, vous n'avez jamais entendu parler de la FRAPNA, mais il y a peut-être quelques personnes dans la salle à qui ça dira quelque chose, ce nom. Donc nous avons changé de nom pour faire apparaître notre jeu fédératif national et de FRAPNA avec un hérisson, avec son petit que tout le monde adorait. On est passé à un hérisson plutôt fâché, plutôt rouge. J'ai évidemment, le voilà, formidable. Donc, rouge de colère face au réchauffement climatique. Donc, voilà, je suis à la fois ancienne salariée de cette association, auquel je tiens beaucoup, et militante aujourd'hui pour essayer de transmettre, consolider et surtout faire avec d'autres, parce que vous connaissez l'adage tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous on va pas très vite, donc il faut impérativement qu'on aille avec d'autres. Donc je crois beaucoup au collectif et à la résistodiversité. On parle de biodiversité, moi j'aime bien parler de résistodiversité, cette façon de faire où, suivant les tempéraments, les expériences, les structures, les âges, les genres, tout ce qu'on veut, on agit en fait. Et c'est ça que j'aimerais vous transmettre, c'est vous pouvez faire quelque chose, quelle que soit votre situation. Et je vais passer d'ailleurs, pour faire quelque chose, la parole à mon voisin de gauche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Alors moi, je suis plus jeune que mes camarades et un peu plus stressé aussi, donc désolé d'avance si ma langue fourche. Je suis plus à l'aise avec les mots. Je suis journaliste de presse écrite et web. Je travaille à Lyon depuis 6 ans.
Je suis spécialisé sur les questions écologiques, donc c'est un peu vague une fois qu'on met le nez dedans. Mais à l'intérieur de tout ça, je travaille sur les questions agricoles, les questions énergétiques, les pollutions, qu'elles soient industrielles, agricoles, l'aménagement du territoire, avec ce qu'on a appelé à un moment les grands projets inutiles et imposés qui ont notamment fait beaucoup parler d'eux en termes de désobéissance civile. J'ai aussi créé un collectif, je vous rejoins sur la force du collectif, un collectif de journalistes qui s'appelle Enquêto et dont l'objectif c'est de mettre en lumière les enjeux liés aux pollutions. Parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de CO2 avec la crise climatique, de biodiversité avec l'effondrement des espèces et nous, on estime qu'il y a un troisième axe dans la crise écologique, la question des pollutions, qui doit aussi être mise en avant. Pas à écraser les deux autres, mais même mise en avant aussi. Donc on essaye de faire ça à notre échelle de journalistes indépendants et indépendantes. Et donc, je vois que c'est projeté au tableau, enfin au truc. Je travaille pour des médias locaux qui s'appellent Rue 89 Lyon et Médiacité, abonnez-vous. Et pour des médias nationaux qui s'appellent Vert, pas besoin de vous abonner, c'est gratuit, mais vous pouvez faire un don si vous voulez. J'ai travaillé aussi pendant un temps pour l'Humanité, j'ai travaillé aussi pour un trimestriel qui s'appelle Fracas, à chaque fois sur les questions écologiques. Voilà, donc, je vais essayer d'apporter mon expérience de terrain sur ces sujets. J'ai notamment beaucoup travaillé sur les PFAS, dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières années si vous vivez à Lyon. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a mal fait notre travail, mais je pourrai en reparler si besoin. Parfait, du coup je vous remercie pour vos introductions respectives. On va peut-être passer maintenant à la première partie de la débat-conférence. Donc ce qui va s'intituler « De la crise climatique à la crise démocratique, la désobéissance civile comme réponse commune », avec un beau point d'interrogation. Je vous laisse peut-être commencer, à qui le souhaite, du coup, par définir ce que serait la désobéissance civile. Bon, alors, comme je suis prof, je me sens interpellée sur les définitions. Heureusement que dans le train, j'ai relu mes définitions, parce que, comme souvent, voilà, on me demande c'est quoi la désobéissance civile. Alors, moi, je ne vais pas vous donner toutes les définitions, parce que ça serait un cours, justement, puisque les théoriciens du politique, les philosophes du politique ont diverses positions, et surtout essayent de réfléchir à c'est quoi, en gros, la désobéissance civile par rapport, on va dire, aux autres transgressions. Mais pour résumer quand même, d'abord, ils s'entendent tous, c'est ce qu'on avait essayé de faire en synthèse dans le bouquin, ils s'entendent tous sur le fait que c'était un acte qui vraiment interpelle la loi ou les puissances publiques, qui s'inscrit dans le cadre démocratique, parce que la transgression, même s'il y a transgression, l'idée c'est d'ailleurs, voilà, c'est ce que disait mon voisin sur les puissances publiques, c'est surtout pour interpeller la puissance publique, pour qu'elle réagisse ou qu'elle prenne une position, qu'elle revoie une législation ou un acte administratif. Mais c'est pas du tout, en tout cas pour renverser la démocratie. Et même si on reprend, alors par contre, des grandes figures, je pensais notamment à Martin Luther King, et voire, on oublie souvent Rosa Parks aussi, mais Martin Luther King a surtout écrit un ouvrage important sur la désobéissance civile lorsqu'il était en prison, justement, et qu'il réfléchissait à ces pratiques. Il expliquait quand même que, très clairement, il voulait pas, en fait, renverser, comme on dit, l'esprit démocratique des États-Unis. Au contraire même, il voulait l'élargir à l'ensemble des populations qui étaient laissées sur le côté. Et là, pour le dire clairement, les populations afro-américaines. Donc, l'inscription générale, c'est quand même, en gros, c'est interpeller la démocratie. Et avec, alors là aussi, je vous recite quelqu'un d'autre, un penseur, un des premiers de la désobéissance civile, qui est Thoreau, Henry David Thoreau. Lui, il a réfléchi très clairement aussi en se positionnant comme un citoyen et un citoyen actif, enfin en tout cas qui se dit actif et qui se dit conscient. Donc ça demande aussi une forme de conscience, une conscience de voilà, ça va pas, quoi. Il y a une injustice. Alors au départ, c'est des réflexions, surtout Thoreau, très individuelles, mais au fur et à mesure des pratiques, ça devient, alors ça c'est ma voisine, ça devient une activité collective. Parce que la plupart du temps, et c'est ça qui est
voilà, l'apport de Gandhi, par exemple, ou de Martin Luther King, et de tous ceux qui ont pratiqué la désobéissance civile durant le XXe siècle, la première partie du XXe surtout, c'est qu'ils en ont fait une pratique manifestante, une pratique collective, et que ce n'est pas simplement une pratique au départ philosophique et qui concernait que quelques individus. Mais il n'empêche que pour faire du collectif, il faut des individus, donc souvent ça part quand même de quelques individus qui prennent conscience et qui veulent interpeller soit les institutions, soit les lois, mais toujours dans le cadre démocratique. Et ça, c'est un point qui est quand même très important à tenir, parce que, alors j'anticipe peut-être sur d'autres débats, mais parfois lorsqu'on attaque la désobéissance civile, c'est pour dire que c'est une criminalité. On sait aussi, maintenant, c'est le mot même terroriste qui apparaît. Or, ce n'est pas du tout l'esprit, on va dire, de la désobéissance civile. Mais je ne vais pas aller plus loin, parce que si on peut laisser de la place pour peut-être les praticiens de la désobéissance civile, si on a autour de la table. Non, juste pour compléter ce que je peux observer, moi, dans les procès qui impliquent des militants et militantes écologistes, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, plutôt de l'axe écolo. Souvent, leur défense, c'est aussi de dire que si ils et elles en arrivent là, c'est qu'ils ont déjà essayé d'autres moyens en amont. Souvent, on a cette phrase, on a essayé les manifestations, on a les marches pour le climat il y a quelques années, qui aujourd'hui sont quand même plus difficiles à organiser. Donc, on a essayé les manifestations, on a essayé les tracts, on a essayé les pétitions. On parle beaucoup de la pétition contre la loi Duplon en ce moment, on va y revenir, mais voilà, c'est un des moyens démocratiques à disposition des gens. Et il y a souvent ce discours de c'est la dernière chance qu'on a pour attirer l'attention sur un vrai problème qui concerne tout le monde, qui concerne l'intérêt général. Et donc cette volonté, en effet, d'user les derniers moyens démocratiques, peut-être en bout de chaîne, mais qui restent des moyens qui s'inscrivent dans le cadre démocratique. Et les gens qui participent à ces actions ont conscience que c'est un peu le bout du chemin, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'observe. On fait pas de la désobéissance civile par plaisir. Personne n'a envie de passer 10 heures au tribunal, 48 heures en garde à vue, voire être condamné à de la prison, à des amendes. Donc il y a une réflexion, en effet, un engagement très présent. Et juste pour compléter là-dessus, c'est vrai que la désobéissance civile, notamment, alors c'est peut-être un peu Soro et beaucoup Gandhi et la plupart de ceux qui ont été les tout premiers à réfléchir à la question, c'est vraiment l'engagement total de l'individu, c'est-à-dire comme ce qui vient d'être dit, ça veut dire s'engager pour... l'idée, c'est d'aller éventuellement en prison, de transgresser les lois et d'aller jusqu'au bout de cet engagement-là. Donc c'est particulièrement exigeant aussi de la part des militants. Et heureusement qu'il y a souvent des collectifs, parce que ça leur permet aussi de s'entraider et de pouvoir de supporter cet engagement qui est quand même assez radical. C'est un engagement radical, mais citoyen. Je vais compléter. Il y a eu le côté universitaire qui définit, le côté juridique qui qualifie. On a parlé d'interpellation de la démocratie. Le corollaire, c'est le militant se fait interpeller. Pourquoi ? Parce que le côté des désobéissances civiles, je vais peut-être un peu casser le trip, si vous me permettez l'expression, n'a pas de définition juridique. Si, il y en a une, c'est une infraction pénale. Je parle de qualification, ne voyez pas un jugement de valeur ou un autre. Il y en aura qui arrivera après de jugement de valeur sur cette qualification. C'est quoi ? C'est qu'en fait, lorsque, comme a dit mon collègue journaliste, j'ai oublié le nom de famille et prénom, je suis désolé, Lucas, désolé. Effectivement, c'est le dernier moyen en droit, c'est est-ce que c'est un moyen impérieux ? Et en clair, le juge, le procureur et autres, va dire que non, ce n'est pas un moyen impérieux, c'est une infraction pénale. Et l'enjeu, en fait, par rapport à cette désobéissance civile, ça va être de jouer sur la proportionnalité de la peine. Et c'est ça l'enjeu, malheureusement. On a commencé, je vais toujours requalifier aussi, on a commencé, je crois que c'est Lisa qui a dit, parler du préambule de 1793. Deuxième mauvaise nouvelle, le préambule de 1789, la DDH, les droits de l'homme et du citoyen, est inscrit dans la Constitution. Le préambule de 1946 est inscrit dans la Constitution. Donc, valeur constitutionnelle. Le préambule de 1793, avec le droit à l'insurrection, n'est pas inscrit dans la Constitution. Le droit fait que.
Pour rappel, bien entendu, notre Constitution et la Déclaration des droits et les préambules datent de 1958. Général de Gaulle, crise de la guerre civile, quasi-guerre civile et guerre algérienne. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas une volonté forte d'aller sur le préambule de 1793 qui était, je vous rappelle, révolutionnaire, montagnarde. Donc, on a aujourd'hui une puissance publique qui permet d'enlever la qualification de désobéissance civile et d'écarter la possibilité d'enlever l'infraction. Je vais juste faire je vais finir ce petit laïus. Alors par contre, dites-moi quand je m'emballe et je suis trop long en termes de temps, parce que je peux m'emballer. Juste vous donner un exemple de comment se focalise un corpus juridique. On va prendre une autoroute qui se construit. Allez, la 88 ou la 90. Une autorité fictive, on va construire la 88. Il y a deux choses par rapport à ça, par rapport à la notion de désobéissance civile. Le premier point, droit public. La construction d'une autoroute, c'est quoi? C'est un acte administratif. Alors, il y a après les pelleteuses qui arrivent, mais c'est avant tout un acte administratif. C'est-à-dire qu'une autorité étatique ou locale va dire « moi, j'autorise à ce qu'il y ait cette construction ». Et c'est là où il y a le premier enjeu par rapport à un mouvement citoyen. C'est attaquer l'acte administratif qui autorise d'eux. Et ça, ce n'est pas de la désobéissance civile, c'est une construction de rapport de force juridique, et c'est légal. On ne vous reprochera pas d'aller attaquer un acte administratif. Je mesure mon propos. Dernièrement, dans le cadre du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme, bien sûr, il y a des possibilités de dire qu'il y a des droits abusifs, c'est-à-dire qu'il y a des plaintes abusives même en termes d'urbanisme. La possibilité d'attaquer des actes à travers le droit de l'urbanisme se restreint. Donc ça, c'est le premier point. Et souvent, il y a le corollaire, c'est j'attaque l'acte administratif. On sait que devant les tribunaux administratifs, allez, 12 mois, 14 mois, 18 mois avant d'avoir la décision, même s'il y a des procédures d'urgence. Donc, chantier commence. Qu'est-ce qu'on fait? Si le chantier commence et qu'il a bien entamé, on voit que le juge administratif, c'est très compliqué de pouvoir dire, OK, même si j'annule, le chantier est commencé, on est devant le fait accompli. Et c'est là où arrive la désobéissance civile. C'est j'attaque l'acte, j'empêche la réalisation du projet. Et c'est là, on va sur la deuxième partie, infraction, et je ne vais pas dire ce qu'on dit mieux que moi, les personnes à côté de moi. Donc voilà, ça c'est le cadre juridique. Enfin, j'aurais pu le faire en 10 secondes. La désobéissance civile n'existe pas. À part 48 heures de garde à vue. Au minimum, parce que ça peut être une infraction de terrorisme, mais c'est plus. Je vais emmener des bonnes nouvelles après. Un petit moment de terrain. Je pense que c'est intéressant de comprendre la complexité des choses. Je vous ai parlé de collectif tout à l'heure. On voit bien qu'il y a une logique de compétence et d'expérience et de courage aussi qui est en jeu dans ce dont on va discuter. C'est aussi pour ça que moi, la désobéissance civile, je la mets dans une famille d'actes. Ça n'est pas la seule manière de faire. C'est déjà un peu ce qu'on a ouvert comme porte. Moi, j'ai tendance à me qualifier, par exemple, de réformiste radical. Ça ne tient pas debout? Eh bien si, ça tient debout parce que ça veut dire que face à une situation, on réagit en fonction de ce qui est possible et de ce qui est stratégique. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on a évoqué dans l'approche avec le droit, c'est qu'est-ce qu'on va faire en face. Je vous donnerai éventuellement quelques exemples où des approches parfaitement légales qui sont des choix de l'application de la loi, l'application des règlements, sont présentées comme au contraire des approches radicales. Alors là, on marche sur la tête, c'est-à-dire que, par exemple, chez les environnementalistes et les naturalistes, on va souvent nous reprocher de vouloir faire appliquer la loi. Ça, c'est fort quand même. C'est pas nous qui l'avons rédigée, c'est pas nous qui l'avons votée. On veut juste qu'elle soit appliquée. C'est un petit peu le premier chapitre dont parlait Nathanaël. Donc, faire appliquer la loi, c'est parfois dangereusement radical.
Et c'est pour ça qu'on tient tellement à la loi, parce que pour le moment, c'est un rempart pour l'environnement, c'est un rempart pour la démocratie, c'est un rempart qui a des fissures et des failles, et c'est d'autant plus important de s'en rendre compte. Voilà moi ce que je voulais dire, qui est une généralité de terrain. Je ne suis pas juriste, je suis toujours très impressionnée par le droit, parce qu'ils parlent d'une drôle de manière, ces gens-là, il faut quand même le dire. J'ai fait au mieux. Oui, c'était pas mal, j'ai trouvé bel effort. Mais Je vous remercie. c'est vraiment très important de se dire que de ce mélange d'avis et d'incertitudes peut naître une lutte collective, justement, y compris avec des juristes qui parlent leur drôle de langue, des environnementalistes qui vont parler aussi leur drôle de langue, et c'est la lutte pour la planète. C'est un impératif d'écouter son voisin, parce qu'il a certainement quelque chose d'intelligent à dire auquel nous, on n'a pas pensé. Moi, je voulais revenir sur cette idée de mélange et de défense du droit, qui, pour une ignare comme moi, est pourtant un credo très, très profond. Je peux juste rajouter un truc sur le droit. Au-delà de le défendre, le droit, c'est quoi? C'est la continuité, la résultante même d'un rapport de force politique. Le droit se fait par la loi. Donc la loi, c'est des organismes politiques qui vont orienter plus ou moins, et c'est là où il y a l'importance à un moment du mouvement civil et civique, c'est d'aller vers ceux qui font la loi pour faire en sorte que le droit s'inscrive dans un sens ou dans un autre. Effectivement, au niveau de la loi, je vais faire un petit parallèle pour montrer aussi comment ça peut être pernicieux. Vous n'êtes pas sans savoir, en ce moment, je change juste de domaine, mais pour faire un aparté, mais pour y revenir. Vous avez, je crois que c'est à Paris, Cour d'appel de Paris, un procès d'une responsable politique pour détournement de fonds sur des fonds européens, qui a eu la chance d'avoir quand même un appel très rapide. Juste pour information, c'est qu'il y a une qualification qui était des détournements de fonds, avec une infraction qui a été caractérisée par le parquet national financier. Une solution qui a été proposée, qui n'est pas bête, hein, on supprime le parquet national financier. Pourquoi? Parce que la loi permet de le faire. La loi a permis de créer un parquet spécifique pour des infractions. Eh bien, on ne s'embête pas. On va aller chercher de quoi enlever le parquet national financier pour faire en sorte que ces enquêtes n'apparaissent pas. Et c'est pour ça que je le redis, je vais être redondant là-dessus, la loi se fait par des personnes, vos députés de circonscription, vos sénateurs de circonscription, qui sont aussi sensibles à leurs électeurs. Donc il y a quelque chose de très local qui permet de... C'est ce que je voulais dire avec des mots. Parfait. Je vous remercie. Du coup, je me permets peut-être de recentrer le débat sur le thème de notre parti et de vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a pour vous un lien entre la crise démocratique et la crise climatique? Oui. Et si oui, lequel? Il faut suivre avec ce oui-là. À partir du moment où on est obligé de faire autre chose que strictement mettre son bulletin de vote, alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas tous d'accord. Donc déjà, c'est l'une des premières complications de la démocratie, c'est qu'elle doit faire au mieux d'avis extrêmement différents. C'est toute l'importance de la loi telle qu'on l'a définie, donc faite dans un contexte de rapport de force, mais faite aussi quand même dans un état d'esprit de consensus. Donc c'est un drôle de mélange. Et nous, je vais vous donner un autre exemple, la Commission nationale du débat public. Déjà, qui dans la salle, par un petit test, a déjà entendu parler de la Commission nationale du débat public? On voit qu'il y a du juriste. Hein. Vous n'êtes pas un échantillon représentatif, laissez-moi vous le dire. Donc, normalement, beaucoup d'installations, beaucoup de choix doivent être faits avec l'instauration d'un débat, donc mis en place par cette Commission nationale du débat public,
dont là ça va pas être objectif ce que je vais dire, hein, dont l'idée est quand même de faire quelque chose d'aussi discret que possible, dans des lieux improbables, dans des délais improbables et en ne communiquant pas autour. Dans certains cas, c'est pas ça, mais il y a eu des débats sur le nucléaire, sur l'énergie, qui étaient traités par la Commission nationale du débat public, et même nous, on l'apprenait le surlendemain, et c'était dans une impasse dans un arrondissement inconnu. Enfin, j'exagère à peine. Le débat public, qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme rassemblement de mots que l'idée de débat public? Un débat public, si jamais, vous avez vu, vous êtes quand même relativement nombreux, alors que on a des petits moyens de diffusion, et il devrait y avoir plein de gens qui viennent parler sur des thématiques aussi importantes que l'énergie ou les grandes orientations ou les grands aménagements utiles ou inutiles. Eh bien, cette commission du débat public, elle se fait peu entendre. J'ai complètement perdu mon fil, mais l'idée, c'était d'expliquer que la démocratie, ça devrait être le débat, ça devrait être l'écoute, ça devrait évidemment être, si possible, le respect, et on n'a pas des conditions qui correspondent à ça en ce moment. Je vais vous lire quand même, parce que ça c'est mignon. Il y a une nouvelle directrice qui vient d'être nommée à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Cette dame, elle était l'ancienne PDG d'Eau de Paris, et elle a peut-être eu un passé radical. Donc tous les syndicats, pas tous, je retire. Certains syndicats ont dit que c'était pas bien du tout, et évidemment le Premier ministre a ordonné une enquête sur sa nomination, et les commentaires sur cette pauvre dame, c'est il faut l'attraper, je vous dis pas la suite, à vous d'imaginer, des balles dans la tête et ils ne vont pas nous emmerder longtemps, il faut lui raser le crâne à cette putain d'écolo bobo. Donc, les conditions de la démocratie sont-elles rassemblées quand on ne s'écoute pas, quand on ne se respecte pas et quand on fait pression sur son gouvernement pour remettre en cause une nomination d'une femme en plus, la pauvre. Donc la démocratie, c'est l'inverse de l'injure, de l'insulte, et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et la démocratie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une grosse déclaration d'amour, c'est le droit. Et à partir du moment où on voit qu'on touche aux droits et aux installations démocratiques, parfois par des systèmes démocratiques qui sont à pleurer, la commission paritaire. 7 sénateurs et 7 députés. Je suis pour rien. Je suis persuadée que Nathanaël n'y est pour rien. 7 sénateurs, 7 députés qui peuvent détricoter une loi précédemment votée, et en disant, et c'est comme ça, et d'ailleurs vous n'avez pas le droit de changer une virgule, vous prenez tout. Voilà. Ça c'est de la démocratie. Ben non, moi je saute en l'air quand je vois ce qui s'est passé avec la loi sur la simplification économique, où on rentre dans cette loi de la simplification économique des trucs qui n'ont strictement rien à voir, comme la disparition des Césaires, par exemple, qui sont un lieu de dialogue et de discussion. Eh bien, je dis non, la démocratie, elle est toujours le fruit d'un rapport de force et d'un danger. C'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie, ça se défend, ça se protège, ça se vote, hein, allusion, il faut aller voter, effectivement, et pousser tout le monde à aller voter. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Il y a des dangereux radicaux qui diraient que je me plante complètement et qu'il faut au contraire s'abstenir. Mais
la démocratie, c'est s'écouter. Et le réchauffement climatique, c'est admettre qu'on y est pour quelque chose. Donc, si on n'écoute pas les scientifiques, qu'on pense que la Terre est plate et qu'on pense qu'il n'y a aucun problème avec le carbone, on est prêt pour la fin de la démocratie et le surlendemain, la fin de la planète. Bien sûr que ça a à voir. Enfin, moi j'ajoute juste un point parce que ça prolonge tout à fait ce qui vient d'être dit. En tout cas, moi, ce que je constate, et puis avec ma lunette de sciences politiques aussi, c'est qu'au sein même du mouvement écologiste et des mouvements environnementalistes, à mon avis, pas que, mais ce sont ceux que j'observe, je dirais qu'il y a aussi tout un discours de lassitude sur les toutes les procédures de concertation. Tous ces espaces qui n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire qui n'ont pas été transformateurs, parce que Dieu sait s'ils ont été, je dirais, des bons petits soldats, au sens où les écologistes, au contraire, ils ont l'appétence pour la démocratie, ils vont dans ces espaces, comme vient de le dire, je dirais, la représentante de la FNE, ont été quand même bien investis et sans écoute et sans effet politique. Et je pense que c'est ça aussi, c'est une forme de lassitude, alors une lassitude qui s'exprime parfois par la désobéissance civile et parmi les plus jeunes, par le sentiment que pourquoi on va y aller alors que vous voyez, les aînés, on va dire, y sont allés et ça n'a pas fonctionné. Donc ça c'est le discours qui va aller sur la désobéissance civile. Et puis alors pour rejoindre crise démocratique, crise climatique, là c'est une dissertation, alors je ne vais pas en faire une, hein. Mais là il y a aussi une question très forte sur le fait que le climat, c'est dès maintenant qu'il faut prendre des décisions. Donc il y a des temporalités, la temporalité de la décision, et la temporalité aussi, alors parce que je travaille aussi avec des vulcanologues, avec des géologues, avec des tas de chercheurs qui me montrent et qui démontrent que il y a très clairement des risques climatiques qui sont présents et qui vont arriver très fortement sur les populations. Donc la temporalité, c'est l'urgence, parce que c'est le mot qu'il faudrait sortir, c'est l'urgence climatique. Et en face, on est notamment en France, peut-être pas qu'en France, mais en France aussi très clairement depuis quelques années, dans une crise démocratique liée aux concertations, procédures de concertation qui n'ont pas fonctionné sur les questions clairement d'environnement. Mais aussi, là, ça déborde parce que, ça déborde, je dirais, le champ de l'écologie. C'est que, en gros, pour ne pas le nommer, mais le deuxième mandat Macron est gelé au sens où il n'y a plus de décision, une Assemblée nationale qui n'arrive jamais à se trouver, je dirais, à une tonalité dominante. Vous avez vu combien de temps pour un budget. Donc budget, ça veut dire, même nous en fonctionnaires, on a bien vu nos dotations qui sont gelées, etc. Donc en gros, à un moment où il y a des décisions importantes à prendre sur le court terme et le long terme, et notamment sur les questions climatiques. Mais le climat, ce n'est pas un truc qui est au-dessus, hein, c'est les inondations, ce sont la récurrence des étés caniculaires. Donc il y a vraiment des grosses décisions à prendre, la protection aussi des populations vulnérables, et face à un système qui semble en ce moment... je parle que pour la France, moi je dis gelé, mais je ne sais pas si c'est le mot, ou grippé, parce que c'est un autre mot à la mode en ce moment. Mais en tout cas, c'est un moment où ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner. Donc évidemment, c'est une tension très forte. Et ce qui est plutôt... Alors moi, je trouve que c'est plutôt positif, c'est que les citoyens, les contestations citoyennes, enfin en tout cas, c'est ce que je dis même à mes étudiants, les contestations citoyennes marquent au contraire que les citoyens restent actifs. Donc c'est positif, enfin il n'y a pas de... c'est pas forcément négatif. De ces crises peuvent naître aussi des nouvelles manières de produire la citoyenneté. Si j'ai encore le temps...
pas que je parle trop près non plus. C'est pour rebondir sur la question de la concertation, des débats publics, des enquêtes publiques, donc tous ces outils de démocratie participative qui est très mal nommé. Vous avez parlé de lassitude, je pense qu'il y a aussi une frustration et une incompréhension de la part des gens qui s'emparent de ces dispositifs. C'est que de fait, ils ne sont pas pensés pour inverser les projets, mais plutôt pour les valider d'un point de vue administratif. Et souvent, on a des militants, militantes qui pestent dans le cadre de ces enquêtes publiques face à des projets qui demandent leur annulation. Vous avez parlé des débats contre le nucléaire, mais tous les projets qu'on a pu avoir autour de Lyon récemment, on en a eu quelques-uns. Il y a eu le barrage Ronergia, alors lui, il a été annulé, c'est une exception. Mais ce ne sont pas forcément des dispositifs qui sont faits pour remettre en cause les projets, et au contraire, qui sont utilisés par les maîtres d'ouvrage, souvent pour mieux comprendre où est-ce qu'ils pourraient être attaqués lors de l'étape d'après, c'est-à-dire le dépôt d'un dossier auprès de l'État, qui ensuite dira oui ou non. Et donc ces moments de démocratie sont importants, mais ne sont pas, faut pas les voir comme des moyens en soi de faire annuler des projets, plutôt comme des opportunités médiatiques, citoyennes, de parler de ces projets. La démocratie, c'est aussi que les gens aient le même niveau d'information. Nous, en tout cas, en tant que journalistes, on tient à ces moments-là aussi, surtout parce que ça nous permet souvent d'avoir des infos qu'on n'aurait pas autrement. Mais moi, c'est vrai que je sens à chaque fois des enquêtes publiques qui ont beaucoup fait parler sur des projets et la frustration de se dire mais ça n'a pas suffi pour faire annuler le projet, etc. Et je pense que c'est vraiment pas le but à la base, même d'un point de vue juridique, c'est pas fait pour ça, quoi. Voilà. Du coup, vous l'avez dit, la démocratie et les processus démocratiques semblent défaillants, voire incompétents parfois. Et donc, existe-t-il des solutions communes? On a cité la désobéissance civile, mais on l'a dit au moment des définitions que ce n'était pas la seule solution. Existe-t-il des solutions aujourd'hui pour pallier justement à ces défaillances de la démocratie, notamment sur les questions de crise climatique et de crise démocratique? Par le droit, oui, ça existe. Je ne sais plus, je crois que c'est Frédéric qui a dit faire appliquer la loi. En faisant appliquer la loi, on peut. On a parlé de la condamnation de l'État par le tribunal administratif, l'affaire du siècle. C'est possible, parce que l'État est aussi un organisme politique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va se fixer des objectifs sous la pression, ou des fois, pour faire bien, du greenwashing. Sauf que lorsqu'il a marqué des objectifs, c'est l'avantage de ce qui s'est passé avec le tribunal administratif. Il dit quoi? Son raisonnement, c'est de dire, bon, t'es sympa, État, tu t'es fixé des objectifs, mais c'est pas que pour se faire plaisir. C'est que les objectifs t'engagent. Et c'est là où il y a eu quand même quelque chose d'important juridiquement. Et qui est en train d'arriver sur le droit administratif. C'est de dire, OK, maintenant ces objectifs, comme ils s'engagent, on peut agir contre et on peut aller attaquer du fait de l'inaction. Donc, je reviens là-dessus, c'est quelque chose, on peut agir par la loi. Et je vais être redondant, mais donc je vais le faire en 10 secondes, c'est en fait de nouveau peser sur les décideurs. Vous pesez sur les décideurs, c'est compliqué. Les mouvements aujourd'hui écologiques et autres, écologistes et autres, ils s'en prennent plein la tête d'un point de vue, de tous les points de vue, même au sens propre, mais ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher et c'est un espace, donc oui, faire changer la loi. Et après, on en parlera peut-être après. C'est aussi le local permet aussi au niveau les mairies. Et là, je vais prendre une casquette de personne qui a combattu avec d'autres ici dans la salle que je salue fortement, Groupement national de surveillance des arbres, qui est aussi un acteur important sur ces mouvements-là. Après ces remerciements, j'ai oublié, j'ai perdu le fil. Si. En fait, on peut agir face à des collectivités qui ont mal ficelé leur boulot, leur procédure, parce qu'ils ont dit ouais, bon bah franchement, c'est pas 2-3 éco-terroristes qui font du diabolo, tout ça. Sauf que, ok, on sait bien faire du diabolo, mais on sait lire quand même quelques petits trucs. Donc, en remettant dans le cadre juridique, eh ben, il est possible de pouvoir faire tomber des projets et arrêter des projets. Donc, en fait, faut y aller. Par contre, n'y allons jamais seuls. Parce que autrement, le coup de matraque, on se le prend tout seul, et au sens propre comme figuré. Voilà ce que je peux dire. Je suis parti un peu du droit. À votre grand désespoir, Frédéric. Non. Si la question c'était que faire face à des moyens démocratiques qui s'essoufflent, c'est aussi multiplier les moyens d'action. En tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui discuté dans les mouvements écologistes et j'imagine aussi dans les autres mouvements qui travaillent sur d'autres questions liées aux dominations.
mais c'est de faire jouer tous les leviers possibles. On en a plein, donc il y a le levier médiatique, c'est-à-dire médiatiser le projet, il y a le levier juridique, s'entourer de gens qui savent comprendre des arrêtés et le charabia juridique, c'est important, des gens qui savent aussi monter des dossiers compliqués. Il y a aussi besoin de gens sur le terrain pour s'opposer parfois physiquement à certaines choses, avec les limites qu'on pourra peut-être discuter ensuite. Il y a le vote, mais la démocratie, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais uniquement voter une fois tous les 5 ans. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut faire le deuil s'il n'a pas encore été fait et qu'il faudra rappeler à chaque fois parce qu'on va oublier, on va s'en rappeler, on va réoublier. Mais une démocratie où c'est juste voter tous les 5 ans, de fait, c'est pas une démocratie. Et donc voilà, il y a plein d'outils à disposition. Par contre, il faut de l'énergie, de l'envie collective, et c'est aussi là-dessus que jouent parfois les gens en face sur notre épuisement, notre dépression, enfin notre déprime plutôt, notre découragement. Donc, mais des moyens, il y en a plein. Après, il faut savoir viser juste, et c'est souvent ça qui est difficile. Ouais, pardon. C'est juste, j'y pense à un truc par rapport à ce qui a été dit. Il y a des moyens qui sont extrêmement violents de la part en termes de droit. Par exemple, l'expropriation. C'est extrêmement violent. Sauf que, c'est un moment, vous voulez agir. Vous arrivez aux manettes d'une mairie. Ce droit de l'expropriation, vous pouvez l'avoir pour mener les propres projets importants dans le cadre de l'intérêt général. Donc, c'est pour ça que je reviens. Lorsqu'on arrive à avoir main sur la puissance publique, on peut agir en fonction, avec toute la puissance de nouvelles redondances de la puissance publique. Donc n'ayez pas peur d'aller sur le local, ça permet d'eux. Alors je voulais réagir plutôt sur la question de, j'allais dire, lassitude, etc. Parce qu'en ce moment, effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que tous les moyens qui ont été décrits, ce sont ceux qu'on connaît parmi les mobilisations écologistes. Elles ont été toujours variées. Elles ont toujours soutenu le droit, voire même on peut dire en droit de l'environnement que le droit de l'environnement, aux 3/4, c'est des normes qui viennent de luttes militantes, parce que ça arrivé grâce aux luttes militantes. Donc, tout ça, ça existe. Mais sauf qu'actuellement, ce qui est un peu singulier sur la période qu'on vit, c'est tous les contre-discours, les manières de faire de l'écolo-bashing, certains médias qui font profession, je dirais pratiquement et constamment. C'est pas je juste me désolidarise de ma profession. Voilà, d'une profession de délégitimer le mouvement social en général et des écologistes en particulier. Et ça commence à se ressentir sur les mouvements sociaux qui, moi aussi, comme j'en côtoie pas mal en ce moment, qui ressentent fortement cette pression. Parce que, alors moi je connais aussi, moi je viens du Grand Ouest, donc le western breton. Et dans le western breton, on a quand même dans nos campagnes des vrais phénomènes maintenant de violence. Il ne faut pas non plus le sous-estimer. C'est-à-dire que les militants écologistes peuvent être harcelés. Alors il y a le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a aussi du harcèlement au plus près de quand on parle du local, il faut savoir que dans l'espace local, il y a des tensions très fortes. Et des tensions très fortes qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort ou des intimidations. Donc en ce moment, c'est quand même ce contexte-là qui fait que, pour revenir sur les moyens d'action, il va falloir aussi avoir des moyens d'action, de protection, je dirais, il faut en gros protéger les protecteurs de l'environnement. C'est ce que fait Michel Forst, par exemple. Moi, j'étais avec lui dans une conférence il y a quelques temps, où il a pris ça à bras-le-corps. Donc, il faut savoir aussi qu'en ce moment, ça, c'est un contexte singulier. Enfin, singulier, ça a toujours existé. Mais en ce moment, il y a quand même, je dirais, c'est un peu plus fort que d'habitude. Vous avez parlé local ? Non, je n'avais plus rien à dire. Non, c'est local. Il n'a pas peut-être. C'est trop en droite ligne de ce qui vient d'être dit. J'avais imprimé le recensement des atteintes aux associations de FNE. C'est-à-dire que... et on parle bien des actions qui ont généré des plaintes, c'est-à-dire des actions graves. Il ne s'agit pas d'un coup de téléphone, c'est vraiment les atteintes. Les atteintes, il y a eu donc 13, et particulièrement dans l'Ouest,
dans l'Ouest et dans le Sud, il y a eu sur l'année 2024 13 faits et plaintes qui ont atteint des FNE, Manche Nature, Indre Nature, en Corse, ou Levante, Picardie Nature, FNE Limousin, FNE Occitanie-Pyrénées, enfin plein, Indre Nature, Vienne Nature. Bon, il y a vraiment, je le redis, dans des associations qui sont des associations qui souhaitent l'application du droit, tout le droit, rien que le droit, nous sommes vécus comme des empêcheurs de faire ce qu'on veut en rond. C'est-à-dire que ce choix d'être, comme je vous l'ai dit, réformiste est perçu comme un radicalisme. Ce qui est fou dans le... Et ce sont les gens qui ne veulent pas appliquer la loi et qui font des actes violents et qui sont quasiment protégés et par la gendarmerie. Il y a eu un cas où il y a eu des menaces de mort. Le motif pour que ce soit sans suite, c'était qu'il n'y avait pas d'identification des auteurs, alors que ça a été revendiqué par certains syndicats agricoles et qu'il y avait des photos des auteurs et des policiers présents sur place. Et on vous dit, motif, pas d'identification. Bon, on voit bien que c'est délibéré. On ne veut pas qu'il y ait de suite. Parce que quand il y a à la fois une revendication des photos et la présence de la force de police, bon, bien évidemment qu'on aurait pu le faire. Donc cette idée que vous avez soulevée, bon ben, j'en ai vraiment la concrétisation là sur tout ce qui a été noté, et je parle uniquement des choses importantes. Il y a eu des emmurements des locaux, des déversements de fumier, des dégradations, etc. Enfin, des pneus. Bon, donc je reviens sur cette idée qu'il y a entre le décalage, entre le fait de défendre la loi et le règlement, voté par ailleurs, en tous les cas voté par des gens qu'on a élus, et le fait que nous est reproché le fait de vouloir faire respecter la loi, ce qui est quelque chose effectivement qui peut conduire à la désobéissance civile et à toutes les autres formes, boycott et positions individuelles, les autoréductions, toutes les autres manifestations qu'on peut faire. Et on arrivera à un moment aussi au choix individuel qu'on peut faire, parce que je vous ai fait la promotion du collectif, mais nous sommes tous des individus qui pouvons faire des choses. Hein. La consommation, ça existe. La non-consommation, ça existe aussi. Et ça, c'est quand même vraiment dans nos mains. Je me permets de vous demander à ce qu'on passe à la partie 2. Vous avez parlé tout à l'heure de démocratie participative, de local, et aussi récemment des limites de nos modes d'action. Et donc c'est pour ça que je vous demande de passer à cette nouvelle partie qui va s'intituler « Nouvelle forme de démocratie et justice climatique. Quelle place pour ces nouvelles légitimités ?» Et donc on va pouvoir revenir sur les concepts de démocratie participative et des limites qu'on a aujourd'hui pour faire face aux crises précédemment évoquées. Mais tout d'abord, à nouveau, un petit point de définition, à qui le sont à nouveau. Est-ce que vous vous sentiriez de définir ce qu'est la légitimité ? Je vais le faire rapidement. En droit, ça n'existe pas. Voilà. C'est la légalité pour vous. Du côté du droit, c'est la légalité. Alors, heureusement, je fais de la science politique. Nous, la légitimité, ça fait partie de notre travail d'en parler. En général, alors moi aussi, parce que j'ai regardé un certain nombre de procès militants, j'ai interviewé, ou j'ai vu un certain nombre de militants, surtout, alors je reviens sur la désobéissance civile, mais c'est au-delà de la désobéissance civile. La légitimité, en particulier citoyenne, c'est ce qui fait même le discours. Hein. Parce qu'effectivement, quand ils se retrouvent dans un espace de procès,
comme le dit mon voisin, ce sont des délinquants, hein, ils ont transgressé une loi, ils ont transgressé, il y a des ordres, des ordres publics, atteinte aux biens et aux personnes parfois, lorsqu'il se passe quelque chose avec la police, ça peut arriver quand même aussi. Mais en quoi ils se sentent légitimes? Alors la légitimité, c'est-à-dire qu'ils parlent très clairement qu'eux, ils se sentent légitimes, comme l'a dit mon autre voisine, parce que tout simplement, ils ont épuisé toutes les autres voies démocratiques. Et d'une certaine manière, ils se revendiquent citoyens. Et ça, c'est un mot important. C'est-à-dire que la légitimité, ils la trouvent dans le contrat social. Là, je vais faire un peu de philopo aussi. Le contrat social de Rousseau, c'est-à-dire qui dit que, en gros, chaque individu se départit peut-être en partie de sa liberté d'action, on va dire, mais en faveur d'un État ou en faveur de pouvoirs publics ou de puissances publiques qui doivent lui garantir la sécurité, voire même, alors si on revient sur le réchauffement climatique, une forme de protection aussi à long terme de leur intégrité. En ce moment, par exemple, il y a des procès aussi, notamment en Suisse, ce qui est assez intéressant parce que c'est tout un collectif plutôt je le dis exprès, de femmes âgées parce qu'elles ont plus de 70 ans et elles ont fait un procès, il me semble, contre l'État suisse ou un canton parce que j'ai du mal à savoir à quel niveau ça se produit, mais en disant qu'il n'y a pas eu d'actions qui ont été prises. Alors qu'on sait très bien que s'il y a le réchauffement climatique, il y a des canicules et qu'on perd en gros la probabilité des plus de 65 ans, on va dire, de mourir pendant une canicule est beaucoup plus forte que les autres. Donc elles sont les premières, je dirais, victimes futures du réchauffement climatique. Alors je trouve ça assez intelligent parce qu'elles sont parties sur leur individualité, sur le fait qu'elles sont victimes, et en s'instituant comme victimes et légitimes à interpeller l'État qui ne les protège pas et qui ne prenne pas la mesure de protection. Donc la légitimité, je ne sais pas trop comment la définir de manière globale, mais en tout cas, il y a toujours un discours sur la légitimité. Et ça, c'est une singularité quand même aussi du mouvement écologiste, qui fait que moi, partout, je regarde les écologistes, parce que je regarde aussi ce qui se passe ailleurs qu'en France. Il y a un grand souci, comme je l'ai dit tout au début, de se mettre vraiment dans la peau d'un citoyen ou d'une citoyenne active. Et c'est pas du tout, et en se revendiquant du droit et en interpellant les États. Alors c'est pour ça aussi, quelquefois, selon qui est à la tête des États, ça énerve un peu certains. Mais il n'empêche que c'est un peu les poils à gratter, on va dire, qui font qu'ils se sentent quand même légitimes et ils construisent leur légitimité par la citoyenneté. Donc, voilà ce que je peux dire, en tout cas par rapport aux écologistes, parce que c'est un grand sujet, la légitimité. Des soirées entières. Je me lance pas là-dedans. Je peux ramener du droit. Peut-être du droit, non, mais du droit. Je pense que, si ça se trouve, c'est ce que vous alliez dire. La légitimité, par exemple, chez nous, dans les associations, il y a ce qu'on appelle les agréments et la représentativité. Donc ça ressemble à une espèce de légitimité. C'est-à-dire, on admet que vous avez tel agrément de tel ministère qui pose un peu votre stature associative comme étant qualifié à intervenir. Et de la même façon, la représentativité, alors c'est assez codifié, hein, et Nathanaël saurait ça mieux que moi, mais on dépose un dossier en préfecture pour justifier qu'on est bien représentatif et qu'on est justement légitime à porter une action contentieuse ou juridique. Donc la légitimité, c'est pas la légitimité auquel vous pensiez, à mon avis, qui est une légitimité plutôt morale, voire religieuse, en tous les cas, philosophique. Mais souvent, ces grands mots, ils ont plein de points d'ancrage. Et je voulais juste remarquer que, effectivement, nous, on se dit qu'on est légitime puisqu'on est considéré comme représentatif et qu'on est agréé. Mais
il ne s'agit pas de la légitimité d'ordre moral et philosophique. La question d'entrée, ouais, c'était légitimité démocratique. C'est juste pour redonner le cadre, légitimité démocratique et vote. Je ne lis en aucun cas la notion de vote et de démocratie, hein, parce que le vote et la démocratie n'est pas nécessairement un synonyme. C'est un moment, de nouveau, dans le corpus législatif, on a décidé que la représentation et la notion de démocratie passaient par le vote. Juste vous donner un peu de droit des collectivités territoriales, très rapide, ou pas. Quand vous allez élire vos élus, comment ça se passe? Vous allez élire un conseil municipal. Dans le conseil municipal, comment ça se passe? C'est-à-dire que le vainqueur, en clair, c'est gloire au vainqueur, mort au vaincu. Pourquoi? 50% du conseil municipal va à la liste qui a gagné. Les 50% suivants sont répartis proportionnellement en toutes les listes, dont celle du vainqueur. Je vais vous donner un exemple en 2020. Pas trop loin, ville de Chassieux. Ville de Chassieux, à peu près 10 000 habitants. Vous avez les deux listes A et B qui arrivent à égalité au nombre de voix. Qu'est-ce qu'on fait? On va choisir la liste qui a la moyenne d'âge la plus âgée. La liste qui a eu la moyenne d'âge la plus âgée a eu 50% du conseil municipal, le 50% restant a été divisé en deux. Donc la liste qui a gagné a 75% des sièges, quel que soit le nombre de voix qu'il a. Donc là, on peut commencer à pouvoir repenser, est-ce que c'est légitime d'avoir 75% d'un conseil municipal avec un écart de voix, en l'occurrence, aucun écart de voix. Donc là, première question, on peut questionner, même en train de dire, j'enlève la casquette juridique, il y a quand même quelque chose d'adémocratique. Deuxième chose adémocratique, c'est qu'on est élu, effectivement. Allez, je vais prendre une autre ville. À l'époque, j'habitais à Villeurbanne, 150 000, 160 000 habitants. C'est des données, je ne vais pas délégitimer le maire de Villeurbanne, n'y voyez pas, ça aurait pu être n'importe quel maire, c'est la même chose. 150 000 habitants. Un certain nombre d'électeurs qui aboutit qu'au deuxième tour, avec 70% des voix, le maire de Villeurbanne est élu à peu près entre 15 et 17 000 voix. Il est pleinement légitime juridiquement. Il est pleinement légitime à appliquer une politique publique, puisqu'il y aura déjà 75% ou plus du conseil municipal, mais 17 000 voix. Donc j'aime bien donner cet exemple pour expliquer qu'effectivement, en termes de droit, c'est juridique. Par contre, il y a un gap très fort, et je reviens sur ce qu'a dit Lucas, c'est de dire, il y a le droit et la légitimité, le vote n'emmène pas nécessairement de la légitimité. Donc, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que des fois, il suffit de 10 voix d'écart pour que ça bascule du bon côté et que les mouvements qui vous sont chers gagnent des collectivités. J'emmène quand même du côté positif avec ce côté adémocratique. Ça me semble important de rappeler ce cadre aussi d'élection municipale. Et je ne vous cache pas que, par exemple, en 2017, vous avez la majorité présidentielle qui était majoritaire à peu près avec 18% du corps électoral. Oui. Et maintenant, ils te disent, mais vous nous avez élus. Je me permets de vous lancer sur une nouvelle petite question. Sur la démocratie participative, c'est un terme qu'on a évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est important d'y revenir, puisque c'est aussi une solution émergente, en dehors de la désobéissance civile. Est-ce que, pour vous, c'est une solution à l'ingérence des États, enfin, l'ingérence en tout cas des gouvernements? Moi, je veux dire non. Non, pourquoi? Puisque simplement par l'observation, hein, et puis il y a des gens qui travaillent sur ces notions qui en parleront mieux que moi, mais il y a l'acronyme TLM qui revient souvent. L'acronyme TLM, c'est tous les mêmes ou tous les mêmes. Donc en gros, les gens qui participent à ces organes de démocratie participe sont toujours les mêmes personnes d'un point de vue sociologique. C'est pas de leur faute, hein, c'est juste qu'ils peuvent se le permettre de par leurs conditions matérielles d'existence, souvent des personnes âgées à la retraite, ou des personnes qui ont le temps, en fait. Et donc, ces outils de démocratie participative, tels qu'ils sont pensés aujourd'hui, en tout cas, ne sont que des moyens d'accompagner des projets. Mais c'est un mot très mal choisi, démocratie participative, et qui, là encore, je le disais déjà tout à l'heure, crée, je pense, beaucoup de frustration. Parce que quand on dit « Ah, on va participer à la démocratie participative » et qu'on ne participe pas vraiment, ça crée de la frustration. Donc, il y a sûrement d'autres outils à inventer, d'autres manières d'intégrer les gens dans le processus, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, la réponse est non. Rapidement, idem.
C'est quand on va dans un conseil de développement, y compris d'une grande métropole pas loin d'ici, on est frappé par la moyenne d'âge, par le genre, et là aussi, ça n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très bien que les gens qu'on ait les moyens aient envie de participer et d'échanger, mais ça veut dire qu'on a un point de vue terriblement faussé, parce que si on est effectivement un homme blanc, retraité, d'une bonne catégorie socio-professionnelle, on a un point de vue qui a le mérite d'exister, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui est un petit peu particulier. Donc la démocratie participative, il faudrait que les conseils municipaux lycéens, ça c'est où lorsqu'on voit parler des jeunes qui sont représentants lycéens, on dit, ah, celui-là, il va faire Sciences Po. Parce qu'il y a déjà une aptitude à la représentation et au discours. Et c'est le problème de la démocratie participative pourrait être un lieu pour réduire les inégalités sociales, et ce n'est pas le cas. Et inégalités de tous ordres. Donc je suis hélas de l'avis de Lucas, même si quelque part c'est sympathique. Et je rebondis juste, pardon, sauf si quelqu'un veut... je pense aussi qu'il y a une notion de temps dans la notion de démocratie et dans la notion de démocratie participative. Et si on va vers le champ des solutions, je pense que la réduction du temps de travail pourrait être en tout cas un objectif pour démocratiser la société. C'est d'ailleurs ce qui est porté par certains mouvements écolos, même si en ce moment la priorité, c'est pas forcément la réduction du temps de travail. Ça reste, je pense, un horizon, une solution à continuer de porter pour nous donner plus de temps pour nous intéresser à ces enjeux, parce que quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, c'est une tautologie, mais si on n'a pas le temps de s'y intéresser, on s'y intéresse pas. Et voilà, c'est dans le domaine des solutions, je pense qu'il y a vraiment cette notion de s'accorder du temps à ce genre de choses, puisque la démocratie, ça prend du temps, le collectif, ça prend du temps, les réunions, ça prend du temps, les assemblées, ça prend du temps. Ça peut être facilité, il y a des outils qui sont mis en place, qui sont pensés pour faciliter la prise de décision, mais de fait, c'est plus rapide quand il y a une personne qui décide, et c'est plus long quand on est plusieurs à décider. Vous avez assez fortement balayé du revers de la main cette solution, mais du coup je me permets de rebondir et de vous demander qu'en est-il de la désobéissance civile, avec les multiples exemples que l'on pourrait citer, de la 69 à Sainte-Soline, en passant par ce qui s'est passé à Arkema en 2024 dans la région lyonnaise. Est-ce que la désobéissance civile, du coup, est une meilleure solution, et à minima, est-ce que c'est une solution qui marche, au moins pour le moment ? Je ne sais pas si ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, ça a eu au moins je dirais la vertu d'en faire ce qu'on appelle un problème public, c'est-à-dire de publiciser. Là, pour le coup, les médias ont joué aussi leur rôle. Le fait aussi que... alors, ça a un côté efficace et stratégique. Je suis sûre aussi que la plupart du temps, parce que, pour connaître aussi les militants, heureusement, dans un sens, ne sont pas que des stratèges et à essayer absolument que ça marche. Ils le font aussi parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont, pour les plus jeunes, éco-anxieux. Moi, j'ai entendu quand même, y compris dans des réunions militantes, je veux dire. Je veux dire qu'à un moment aussi, la désobéissance civile, c'est un moyen d'expression. Et quand je le dis, c'est pas négatif. Enfin, pas négatif, c'est pas plus un jugement de valeur qu'autre chose. C'est-à-dire un moyen d'expression, et un moyen d'expression pour expliquer un peu à la fois... alors, on est peut-être là aussi dans le nœud de ce que vous
décrivez, c'est-à-dire, mais alors quelle piste pour améliorer tout ça? On est à un moment où on interroge les formes démocratiques, je pense. Alors, la démocratie participative elle-même, parce qu'on a essayé et que c'est pas, voilà, ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas été inclusif, pour dire vite. C'est toujours les mêmes, effectivement, qui sont présents. Parce qu'en même temps, il y a une grande envie de changement et une envie aussi de transformation. Alors je parle plutôt des jeunes, parce qu'à un moment, à la fois j'ai des étudiants aussi, hein, donc je peux les voir un peu, et puis aussi, alors au-delà des étudiants, parce que même mes étudiants, bah, évidemment, hein, c'est un profil social un peu particulier, parce que c'est quand même des profils, bah, c'est les vôtres, hein, donc on n'a pas tout le monde devant soi, mais en tout cas ceux qui veulent aller, je dirais, sur ces questions d'environnement ou d'appétit démocratique, ils ont envie de nouvelles formes. Et peut-être, alors je suis un peu voilà, je vais en boomerang vous renvoyer la question, parce que je pense que honnêtement, toutes les formes démocratiques sont même dans vos manuels scolaires. Vous avez appris ce que c'est la démocratie représentative, participative, le référendum. Vous avez appris, voilà, et vous savez et vous savez peut-être comment faire une manifestation, une pétition, etc. Sans parler de tous les moyens qu'il y a sur le net, on va dire, ou les réseaux sociaux. Mais comment, à un moment, et c'est ça peut-être l'enjeu actuel, c'est comment, je dirais, cet appétit démocratique qui est quand même très puissant dans la société se transforme aussi à une transformation un peu plus générale, je dirais, du système. Parce que ça, on est aussi dans ce creuset-là, c'est-à-dire quel système démocratique on a envie. Et je pense qu'en fait, d'accord, c'est en France, mais même ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on est là-dedans aussi, hein, parce qu'en ce moment, le système démocratique, alors tout ce qui se passe, vous voyez de loin comme moi, hein, moi je ne suis pas non plus là-bas, mais clairement, il y a aussi une interrogation sur ce qu'est un système de démocratie libérale, tel qu'il est né en gros, et surtout dans un système post-45, on va dire, et qui a vécu à un moment, mais qui en ce moment est vraiment redéfini face aussi à des enjeux qui sont plus tout à fait les mêmes enjeux, qui a quand même l'enjeu, je reviens à l'enjeu climatique, qui a un enjeu là qui va traverser clairement l'ensemble des sociétés. Donc ouais, en fait, je botte en touche, hein, je vous renvoie la question, et c'est à vous peut-être justement les plus jeunes qui avaient aussi cet appétit démocratique de réfléchir à des nouveaux moyens de démocratie. Je rappelle quand même juste un petit point sur la démocratie participative dont on dit, voilà, maintenant on a connu les limites. En même temps, dans les années 70, la première revendication des écolos, c'était la démocratie participative. Ils en voulaient vraiment. Et toutes même les grands textes, on va dire, les grands textes sur l'environnement, avec les enquêtes d'utilité publique, etc., c'était sur cette idée-là. Donc, en gros, là aussi, hein, il y a un gageur, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de créer ces espaces, et on voit les limites de cet espace. Sur cette question de la désobéissance civile, est-ce que ça marche? Peut-être un exemple concret où je vais dire oui, en tout cas, ça peut servir. Donc ici, à Lyon, on a un scandale sanitaire depuis 4 ans avec les PFAS. Donc on a les PFAS, donc les polluants éternels, et on serait a priori en France, donc au sud de Lyon, la zone la plus polluée en France par ces polluants, notamment dû à l'activité de 2 usines, Arkema, Daikin. Et donc il y a une action de désobéissance civile d'ampleur, on va dire, parmi toutes celles qui ont pu avoir lieu ces dernières années en France, donc avec 300 militantes environ, qui sont introduits sur le site de l'usine d'Arkema en mars 2024, donc il y a bientôt 2 ans, pour alerter justement l'opinion publique sur le danger de ces PFAS qui étaient produits et émis en toute légalité, hein, il faut le rappeler. Donc il y a peut-être, on parle aussi de légitimité, l'égalité de légitimité. Et donc cette action de désobéissance civile, on peut l'affirmer, a permis de mettre le projecteur sur un sujet d'intérêt général qui a donné lieu, alors en effet, ça ne peut pas résumer ça au fait qu'il y a eu une action en mars dans cette usine, mais qui a donné lieu au vote d'une loi interdisant les PFAS avec des conditions, la loi est imparfaite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de fait est qu'il y a eu un débouché politique législatif à des actions de désobéissance civile qui se sont intégrées aussi à d'autres formes d'actions médiatiques, citoyennes, politiques avec des élus, juridiques. Et notamment lors du procès
de 8 militants et militantes qui s'étaient introduits dans cette usine, qui ont depuis été relaxés 2 fois au nom de la liberté d'expression. On a pu voir défiler plein de gens qui ont salué la légitimité de cette action, notamment des élus. On a ici à Lyon 2 élus qui étaient présentes au procès, donc des gens avec leur écharpe. Une députée, Marie-Charlotte Garin, députée écologiste du 7e arrondissement, et puis Anne Gros-Perrin, vice-présidente écolo de la métropole de Lyon en charge du cycle de l'eau, qui ont salué ces militants et militantes. Et je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là à avoir en tête, c'est que les actions en tant que telles peuvent marcher, peuvent ne pas marcher, mais c'est aussi tout ce qu'on crée autour qui peut parfois faire que la pièce penche du bon côté ou du mauvais côté. C'est sûr que si vous y allez à 10, sans relais médiatique, politique, institutionnel, juridique, vous allez juste vous faire massacrer, en fait. Par contre, il y a une question de stratégie à se poser sur est-ce que, dans le cadre de mon souci, ma lutte, peu importe, ça peut être une option à envisager. Voilà. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, on peut dire que ça a marché, ça a servi à quelque chose. Après, je pense que c'est du cas par cas. Un petit exemple qui va bien dans ce sens-là. Là, on a vu qu'il y a eu le fait qu'il y a eu le reportage à la télé tout d'abord, des actions citoyennes, des positionnements de collectivités, parce que la métropole a aussi permis à l'Institut citoyen de faire des analyses. Bon, il y a eu toute une conjonction de choses. Je voulais vous parler d'un exemple réussi aussi, parce qu'il faut bien quelques exemples réussis, avec Center Park à Roibon, donc pas loin d'ici en Isère, où ce qui a permis l'abandon de Center Park, ça a été un ensemble de justement militants radicaux sur place, installés, squattants, etc., et d'assos locales réformistes et d'action juridique et la Fédération de pêche et FNE. Quand je vous disais à la fois collectif et à la fois résisto-diversité, je trouve que Roibon est un bon exemple. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, et il y a eu une collaboration entre des gens très différents qui se voyaient, qui discutaient. Et le résultat a été parfaitement réussi du point de vue juridique et réglementaire. Enfin, juridique, là, en l'occurrence, puisqu'il y a eu procès. Je veux juste aller, c'est bien sur, je vais prendre là le côté juridique. Toujours prisme juridique. La résultante et la finalité d'une désobéissance civique, ça va être le droit, en fait. Et il ne faut pas oublier... Alors, oui, juriste, avocat, blablabla, psychorigide sur le droit, pas de souci. Mais n'empêche que l'objectif, c'est de changer l'état du droit qui soit plus favorable au mouvement d'origine. On souhaite que éventuellement Center Park ne soit pas là, c'est-à-dire qu'on souhaite changer une autorisation d'urbanisme. Absolument. Donc, faut pas. Je remets le droit là-dedans. On a parlé de stratégie. J'avais dit qu'on n'y avait pas tout seul. On l'a tous dit. Le droit, c'est l'un des bras armés et qui permet pas de désobéissance civique, pour ma part, sans du juridique qui vous accompagne, sans une connaissance et sans l'objectif en train de dire « Ouais, ok, on est contre, mais on veut ça en changement. » Ouais, voici ce que je voulais dire sur le droit et la désobéissance. Très bien, merci beaucoup. Vos propos convergeaient vers une notion de médiatisation de la lutte et des sujets. Est-ce que cette médiatisation est le facteur clé pour faire levier sur l'État et les décideurs publics, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu que nous ne voyons peut-être pas de notre position? Je ne me risquerai pas à dire qu'il y a un facteur clé, et notamment pas le facteur médiatique, puisque les médias, s'il n'y a pas de mouvement à la base, on ne parle pas de choses qui n'ont pas lieu. Donc nous, on est aussi poussés à informer sur des sujets, puisque les gens... ce qui se passe des choses, en fait. Après, on peut avoir des engagements. Moi, je ne me considère pas comme militant, mais je me considère comme engagé pour mettre en lumière des enjeux écologiques. Mais c'est aussi parce qu'il y a déjà dans la société des mouvements qui nous poussent à le faire, qui nous rappellent que c'est un enjeu.
Donc je dirais que les puissants n'aiment pas qu'on médiatise leurs projets, mais je dirais pas que c'est un facteur clé, non. Pas du tout. J'enlève le côté juridique pour aller sur le côté militant sur la commune où j'habite. Et vous parlez aussi comment c'est bâti aussi un combat contre un projet qu'on considérait écocide. En fait, le média, c'était la centralité. Le média, ça a été la centralité. Pourquoi? Parce qu'il a fallu légitimer l'action. C'est con, hein, mais c'est bête. C'est bête. Mais si, au niveau de la population, on passe dans le progrès, ça légitime. Si au niveau de la population, on passe sur France 3 régional, ça légitime. Alors, je ne vous cache pas que si au niveau de la population, on passe sur France 2 un 13h, ça légitime encore plus. Donc c'est fondamental pour ce premier point. Deuxième point, ça légitime aussi le narratif. Le narratif s'impose, c'est un combat stratégique, hein. Le narratif va s'imposer auprès du territoire, permet d'imposer un narratif vis-à-vis de la puissance publique, mais aussi permet d'aller sur un narratif vis-à-vis de la puissance publique qu'on veut influencer. Je m'explique. Très rapidement de nouveau, ou pas. Vous avez aujourd'hui, le combat qu'on a mené, c'était de se dire, vous avez une collectivité qui autorise un projet qui nous semblait illégal, et qui l'était au demeurant, sans autorisation d'urbanisme. Notre enjeu, c'est quoi là-dessus? C'est imposer un narratif pour expliquer qu'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, et deux, c'est de peser sur une autorité, pas supérieure mais à côté, qui était la préfecture, l'État. Que si à un moment, l'État entend que, alors je vais encore schématiser parce qu'on nous a traité de ça, que ce n'est pas des écoterroristes qui font du diabolo. On n'a pas dit de diabolo, hein, c'est moi qui le prends comme ça. Si l'État voit que derrière, il y a un narratif qui est appuyé par les médias, ça permet à un moment d'avoir ce rapport de force juridique, mais aussi médiatique, pour qu'on soit pris au sérieux. Donc, je vais être un peu en désaccord pour dire sans médias, et les journalistes, toute la profession des journalistes sont fondamentaux là-dessus. Et des fois, ça prend plus que ce que l'on croit. Sincèrement, il y a des gens ici qui sont dans la salle à qui on a mené le combat depuis le début. On ne pensait pas faire France 2 un 13h. On ne pensait pas que le Parisien, sur ce qui nous semblait un petit combat, allait venir. On ne pensait pas qu'on allait faire des radios. Sauf qu'au bout d'un moment, vous ne savez pas pourquoi. Ça prend. Ça prend parce que ça interpelle. Et pas parce que c'est du buzz, parce que ça raconte quelque chose. Donc, le droit, ça raconte quelque chose, je le redis. La notion de narratif est fondamentale. Imposer le narratif dans un combat. Alors, quand je défends les collectivités, on fait en sorte d'imposer le narratif, peu importe. C'est le fondamental qui permet aussi d'amener le droit et autres. Je me suis écarté du droit, mais la question, c'était le média, et c'était ce retour d'expérience que je pense sur le narratif, on a pas mal gagné. Je pense quand même qu'on est d'accord. Simplement, la question, c'était le facteur clé. Je pense que le facteur clé, c'est que vous avez bien bossé pour qu'ensuite le projet soit médiatisé. Et que s'il n'y a pas une organisation collective qui travaille un dossier bien construit, typiquement quand un journaliste reçoit un communiqué de presse écrit avec des fautes d'orthographe, on sent que les gens ils ont passé 5 minutes dessus, même si le sujet est intéressant, on ne va pas le lire. Et je plaide coupable, hein, je veux dire, on a aussi des conditions de travail qui font qu'on ne peut pas s'arrêter sur tout ce qu'on reçoit. Il y a aussi à la base quelque chose qui attire l'attention médiatique, et ça c'est le produit d'une organisation qui roule, de gens qui mettent leurs compétences en commun. Et ensuite, en effet, peut-être que le médiatique, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas pour moi le facteur clé, parce que à la base, c'est pas nous qui décidons de créer l'attention médiatique sur quelque chose. C'est là où je pense qu'on est d'accord, mais qu'on... Je comprends. Alors, moi, juste pour expliquer, en tout cas, pour, je dirais, parler des mouvements écologistes d'une manière assez générale, et pour revenir sur la désobéissance civile, l'un des tout premiers à avoir fait de la désobéissance civile dans le mouvement écologiste, c'est quand même Greenpeace. Et au cœur même de leur stratégie, il y avait quand même la stratégie médiatique. Dès le début, il y avait une volonté de... Non, parce que le problème aussi de la transgression, c'est qu'il faut qu'elle soit connue, reconnue, qu'on puisse avoir un récit. Alors après, c'est pas toujours que de la désobéissance civile, mais dans les mouvements écologistes, d'une manière assez générale, et ce que vous venez de dire est intéressant,
je n'allais pas dire qu'ils ont un savoir-faire, parce que ça dépend évidemment des organisations, mais ils ont quand même dans leur stratégie, dans leur boîte de stratégie, on va dire, dans leurs outils, la stratégie médiatique est quand même, est quand même un point commun entre tous ces mouvements sociaux, et qui ont une capacité, parce que là, auto-réflexion de soi-même, souvent, c'est quand même des classes moyennes éduquées, qui justement font pas trop de fautes d'orthographe, qui justement savent à peu près exprimer quelque chose, et ont la capacité du contre-récit. Parce que souvent, ce qu'on oublie tout le temps, moi j'appelle l'adversaire, il y a des adversaires qui ont évidemment d'autres récits. Et actuellement, il y a double face, c'est-à-dire qu'il faut faire, je reviens à ce qui a été dit auparavant, comme en ce moment, il y a aussi une volonté de délégitimer les écologistes, le contre-récit, ça se fait aussi dans les espaces médiatiques, puisque c'est là aussi où il y a vraiment un conflit de valeurs qui commence à émerger. Ça me fait juste penser, les médias peuvent être un facteur clé si on est à la source de révélation, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, on a plutôt vu le côté inverse, on a besoin de parler d'un projet et on fait monter la sauce. À l'inverse, les médias peuvent en effet être le facteur clé pour révéler des débuts de scandale. Mais encore une fois, je suis convaincu qu'une fois qu'on a révélé quelque chose, c'est aux citoyens et citoyennes de s'en emparer, et aux élus, aux acteurs de la société civile, aux citoyens lambda. Mais voilà, ce sera jamais un facteur. Une enquête en soi n'a jamais été un facteur clé, c'est ce que les gens en font toujours. Enfin, je trouve que ça fait du bien de se rappeler qu'en fait, on a les choses en main et qu'on n'est pas dépendant des médias, parce que pour l'instant, ça va à peu près, mais ça risque d'être de moins en moins le cas. Donc, ne comptez pas trop sur nous non plus. En tout cas, pas uniquement. En fait. Pas uniquement, voilà. Rapidement, une dernière petite question que je vous pose avant qu'on passe aux questions du public. Est-ce que du coup la désobéissance civile est un outil qui est bien accepté par la société, dans le sens où est-ce que du coup la vocation ou intérêt à être introduite dans le droit et dans les mœurs? On en entend de plus en plus parler, c'est quelque chose qui est de plus en plus médiatisé, notamment ces dernières années. Je recite Arkema, la 69, Sainte-Soline et j'en passe. Mais est-ce que du coup c'est quelque chose qui a vocation à rentrer dans les mœurs et plus profondément dans le droit? Alors moi, je vais juste rappeler que je suis sociologue, donc il faut faire des enquêtes. Et j'ai aucune enquête dans les mains, en tout cas à vous proposer sur est-ce que, mais ça serait un vrai sujet d'enquête, est-ce que la désobéissance civile est bien acceptée, on va dire, dans notre société, est bien reçue. Je suis pas sûre, parce que bon, moi je vis avec, donc évidemment il y a une forme d'entre-soi. Après, il faut voir comment aussi, alors je me souviens même des médias, on va dire, de gauche, entre guillemets, au moment où il y a eu les fameuses actions dans les musées, combien ça a été parfois caricaturé. C'est-à-dire qu'on a plus parlé de l'aspect à la fois scandale, à la fois bizarre, à la fois pourquoi, etc., que tout le sujet qui était quand même une revendication écolo est passé à la trappe. Donc, et c'était même dans Libé, enfin en tout cas les premières couvertures de Libé n'étaient pas tout à fait, je me rappelle après avoir eu un entretien avec Libé et d'avoir essayé de recadrer un peu en disant mais attention, il y avait quand même un message derrière l'acte médiatique. Donc est-ce que c'est bien perçu? Ça, c'est un vrai sujet. Je ne peux pas répondre, et là je reste sociologue, donc un peu scientifique, je ne peux pas répondre dans l'état de l'art qu'on connaît. En revanche, on n'en a jamais fait autant, la preuve ce soir, j'ai jamais été autant invitée que depuis 5 ans, alors que ce bouquin, la première version, c'était il y a 12 ou 13 ans. À l'époque, les OGM, etc., c'était intéressant, mais ça concernait que le mouvement social. J'ai été beaucoup invitée dans le mouvement social, le mouvement écolo, mais beaucoup moins dans les espaces citoyens et les espaces publics. Donc voilà, je pense quand même que ça a basculé. En tout cas, on sait que ça existe, mais l'acceptabilité sociale de la désobéissance civile, j'en sais rien du tout. On va parler de quelque chose de particulier dont on n'a pas beaucoup parlé pour le moment, qui est l'histoire. Nathanaël a dit très nettement que le droit est un rapport de force. C'est pareil. C'est-à-dire que ce soit Lysistrata avec la guerre des sexes, ou que ce soit Spartacus avec les esclaves, que ce soit la Révolution française, la Révolution russe,
où il y a pas très longtemps la résistance pendant la Deuxième Guerre, ceux qui ont raison, c'est ceux qui gagnent, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que les moyens technologiques et les réseaux sociaux et les médias ont un poids dans la pensée des gens qui est extrêmement effrayant. Mais je crois que et c'est pour ça que l'histoire de la soupe ou de la peinture est si importante, dans les actes de désobéissance civile qu'on choisit, il est important de se poser la question de la façon dont ils seront reçus, perçus. Parce que pour que ça devienne une victoire, il faut que les gens considèrent que c'en est une. Et ça, c'est la dimension historique qui la donnera. Peut-être que dans 20 ans, on dira, comme on le dit, les précurseurs de la... vous êtes l'avant-garde d'une pensée qui va dominer et être l'avenir aux doigts de rose de notre société. Mais ça, c'est l'histoire qui va le dire. Et l'histoire, elle reconstruit, c'est comme les souvenirs, elle reconstruit en fonction de qui a gagné. Et des idéologies aussi. Je vais répondre par le droit. Oui. Insurrection et droit. Réflexion à chaud. Me mettre de droit à l'insurrection, enfin, je suis pas bien là. Je suis pas bien, pourquoi? Parce que le droit, c'est quoi? C'est une base qui permet de trancher par une autorité qui est le juge. Si à un moment on va estimer que le droit peut être balayé hors d'un processus hors d'un processus législatif, je m'en sors mieux comme ça me paraît dangereux. Pourquoi ça me paraît dangereux? Parce que ce qui nous paraît légitime en termes de droit d'évacuer, il est possible que d'autres personnes aient des idées beaucoup plus nauséabondes. On a vécu quand même des périodes très troubles. Donc, ça me paraît trop dangereux. Par contre, ça ne veut pas dire que l'insurrection ne doit pas exister en dehors du droit. Je vous rappelle juste que notre fête nationale, c'est le 14 juillet 89. Enfin, on n'est pas allé faire des crêpes ce jour-là. On allait prendre la Bastille, on a coupé la tête je crois qu'on a coupé la tête. Déjà, on avait l'habitude. Et ça n'empêche pas que c'était illégal. J'aurais été avocat de la royauté, je l'aurais peut-être pas été, mais peu importe, j'aurais été avocat de la royauté, il y aurait l'illégalité. Par contre, effectivement, c'était pleinement légitime. Donc, en clair, je vais essayer de finaliser ma pensée à chaud. Le droit à l'insurrection, pour moi, ne peut pas exister parce que ça serait de nouveau adémocratique. L'insurrection, la désobéissance, nous sommes un peuple insurrectionnaire des fois, donc il faut y aller. Enfin, il faut y aller et il faut voir après dans quel sens ça va. Mais ce n'est pas dans le droit. Mais ce n'est pas dans le droit. Je pense à mes clients, peut-être qui vont voir ça, ils vont dire « Mince, mon avocat appelle à l'insurrection contre les maires. » Je rassure mes clients, si c'est filmé et ça va être transmis, je n'appelle pas à l'insurrection vis-à-vis des élus. Merci beaucoup pour ces échanges. On va maintenant passer aux questions du public. Je laisse mes camarades passer avec lui. Bonsoir. Ouais, vous m'entendez. J'ai une question sur la légitimité de la désobéissance civile. Vous avez parlé de l'argument médiatique comme un bon indicateur de si la désobéissance est légitime ou pas. Mais la question, est-ce qu'il y a d'autres formes de légitimisation de la désobéissance civile? Et le sous-jacent, ce serait de dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la désobéissance civile écologiste fasse aussi monter en légitimité d'autres mouvements de désobéissance de l'autre côté du spectre politique, qui, eux, vous disent, si, je vais prendre le cas un peu extrême, mais si je déloge des migrants, si j'empêche des femmes d'aller à des cliniques pour l'avortement, c'est aussi au nom de la légitimité et de la désobéissance civile, et c'est aussi grâce à une caisse de résonance médiatique qui me donne cette légitimité-là.
C'est juste pour ça que pour moi, ça ne peut pas s'inscrire dans le droit. Je voulais faire cette introduction. Et moi, en tout cas, je ne sais pas si ça a été compris comme ça, mais c'est pas les médias qui légitiment. Hein. C'est pas les médias qui légitiment. Les médias, ils sont juste une caisse de résonance. Et des fois, j'allais dire, ils peuvent aussi, par la caisse de résonance, délégitimer certaines pratiques ou pas. Mais c'est pas les médias qui légitiment. Hein. La légitimation, ça passe par le fait que ces personnes qui produisent... Alors, si vous parlez des anti-avortements, j'en parle aussi dans la désobéissance civile. Hein. Je parle aussi de l'extrême droite, en fait. Pour dire clairement, il y a un certain nombre de mouvements sociaux qui, au départ, parce qu'on pense toujours au progressisme, et vous avez raison, mais ce soir, bon, on ne parlait que de l'écologie, mais il y a aussi des mouvements sociaux à l'extrême droite qui se revendiquent de la désobéissance civile au motif qu'en plus, ça contrevient à leur morale. Par exemple, sur les questions d'avortement, sur les questions... on va dire, par exemple, il y a eu justement des élus qui, quelquefois, ne veulent pas, unir, on va dire, des personnes du même sexe d'un point de vue marital, parce qu'ils ont une clause de conscience. Donc, la désobéissance civile, c'est pas forcément à gauche, pour dire vite, ou progressiste. Donc, évidemment, elle peut être s'emparer par différents aspects. Et donc, la légitimité, moi je légitime pas, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de légitimer, parce que je suis sociologue. Moi, j'observe les individus, mais les individus ou les collectifs veulent se légitimer, et quand ils sont dans des procès, y compris d'ailleurs à l'extrême droite, parce qu'ils ont eu quand même des procès d'entrave, par exemple, quand ils avaient voulu envahir, alors c'était déjà il y a une vingtaine d'années, hein, envahir certains hôpitaux pour empêcher les avortements. Ils se légitimaient d'une autre manière, mais ils se légitimaient quand même sur une base de normes aussi. Alors c'est un peu la différence peut-être entre, on va dire, les questions écologistes et les questions d'extrême droite sur les questions de mœurs, hein, pas sur les autres. C'est qu'ils se légitimaient surtout sur les questions de contrevenir à leur conscience morale, à à une religion qui passerait au-dessus et qui serait des valeurs universelles et qui devrait s'imposer à tout le monde, en gros. Alors, parce qu'eux, ils y croient, donc tout le monde devrait croire de la même manière. Donc eux, ils avaient plutôt une base, on va dire, religieuse, alors que les écologistes ont plutôt une base liée au, je dirais, légal rationnel, pour reprendre du Max Weber, parce qu'on est quand même plutôt dans du discours sur la citoyenneté, sur le rapport au droit, et donc ça se légitime différemment. Mais c'est sûr que l'usage de la désobéissance civile, c'est pas forcément progressiste. Et en tout cas, c'est pas les médias qui vont légitimer. Par contre, les médias légitiment, comme vous dites, d'une autre manière. C'est-à-dire, ils ne vont pas légitimer les individus ou les groupes, mais ils vont diffuser... si par hasard, on va dire qu'un jour, il y a des censures, ça existe la censure aussi, hein, si un État censure, et qu'il n'y a plus qu'une parole politique d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, et qui dit, bon, ça c'est en gros les bons et ça c'est les méchants. Et les méchants, c'est pas de la désobéissance civile, c'est de la criminalité. Là, dans ce cadre-là, ils referont d'une certaine manière la division entre criminalité et désobéissance. Mais en tout cas, c'est pas... Enfin, je pense qu'en tout cas, il faut pas dire que c'est les médias. Les médias légitiment pas, à mon sens. Et petite précision, je pense qu'il me semble importante, vous disiez ça pourrait donner des idées aux gens d'en face, on va dire. Ça l'est déjà. Regardez la crise agricole, la colère agricole. Il y a eu des modes d'action qu'on pourrait qualifier de désobéissance civile utilisés par les syndicats de tous les échiquiers politiques. La question, c'est aussi où on place l'impunité. Et encore une fois, la question du rapport de force. Qu'est-ce qui est aujourd'hui légitime dans l'esprit des pouvoirs publics et qui ne l'est pas? Il y a eu des actions de désobéissance civile qui auraient pu être très, très, très largement répréhensibles, qui ne l'ont pas été. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là à avoir en tête, je pense. Voilà. Une petite remarque sur ce point-là. La désobéissance civile est un moyen, est une méthode. Ça n'est pas une fin en soi. Donc, bien évidemment, qu'elle peut s'appliquer à n'importe quelle orientation, idéologie, religion, etc. Il faut bien se dire que c'est un moyen.
Comme le boycott peut s'appliquer à n'importe quelle marque de façon positive ou négative. Ce sont des moyens. Et donc il n'est pas surprenant que tous les gens politisés, d'où qu'ils soient, pensent aux mêmes moyens. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai pris des notes sur ma question. J'en ai une en premier lieu qui mène à l'autre. Je trouve ça un peu dommage qu'on ait parlé de désobéissance civile sans définir le terme de violence. Selon moi, il y a plusieurs désobéissances civiles. Il y a la désobéissance civile non violente et celle qui est moins non violente. Considérant ces termes, je suppose que celle dont on a parlé est majoritairement celle de la non-violence. Donc je commence mon propos. Considérant que la désobéissance civile, violente ou non violente, est réprimée dans notre pays, comme on peut le voir avec la dissolution, par exemple, des soulèvements de la terre, considérant aussi les propos de Andreas Malm, on n'en a pas trop parlé, c'est un scientifique qui a fait un livre que j'ai lu qui s'appelle « Comment saboter une pipeline ». Dans ce livre, il explique, entre beaucoup de choses, que les mouvements de résistance non violents ne fonctionnent pas dans un pays dans lequel on les réprime. Dès lors, la violence dans la lutte est nécessaire, comme par exemple la lutte des suffragettes. Et considérant en plus que nos décideurs publics mondiaux nous ont bien fait comprendre que depuis 30 ans, vu que c'est la COP 30, qu'il ne faut pas compter sur eux et qu'il est donc nécessaire de plus leur demander la permission, ni attendre leur permission. Ma question, c'est quoi votre point de vue sur la désobéissance civile, à vous quatre ? Et je tiens bien à faire une différence entre... quel est votre point de vue sur la désobéissance civile violente ? Et je tiens bien à faire la différence entre violence et armée. Je ne parle pas de lutte armée. Juste pour un point sur la violence-non-violence, effectivement, j'ai pas trop insisté sur la violence parce qu'aujourd'hui, peut-être parce que j'avais un voisin, on a vite été sur le droit en fait, et on n'a pas du tout investigué, enquêté sur la violence. Évidemment, c'est un enjeu fondamental au sein du mouvement social, en sachant que le mouvement écologiste reste quand même, alors moi je suis pas d'accord sur la violence non-violence, il reste non-violent, y compris ceux comme ceux qui disent que voilà, il faut saboter. Pour eux, alors j'ai bien dit pour eux, là je ne suis pas dans le normatif, je suis en sociologue, donc je ne suis pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Pour eux, le sabotage est légitime parce que pour eux, c'est une manière de désarmer l'adversaire. Et pour eux aussi, c'est alors un peu le point de non-retour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir les autres moyens, donc ils vont jusqu'au ce qu'ils appellent le désarmement. Et pour eux, ça reste non-violent. Je m'explique pourquoi. Parce que, alors après, je pense que le juriste va réagir. Parce que oui, ça va être noté, y compris sur mon dossier, on va dire. Alors je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Pour eux, c'est du bien matériel. Il y a quand même une limite, en gros, il y a un consensus, alors, sauf erreur de ma part, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans tous les groupes, mais un sacré consensus dans le mouvement écologiste pour dire que on n'a pas le droit de détériorer le vivant. Et quand je dis vivant, c'est toute forme de vivant. Et que le bien matériel, par contre, c'est un autre point. Donc, en gros, le sabotage, ça peut se comprendre. Donc, quand on dit violence, non-violence, on va dire, dans l'esprit des acteurs, je reprends de la sociologie, dans l'esprit des acteurs et des militants, ça reste de la non-violence. Alors, sauf qu'après, là je regarde aussi ma voisine, FNE, etc., il y a des tensions sur ce mode d'action quand même. Tout le monde n'a pas envie d'aller sur la détérioration des biens matériels et sur du sabotage. Il y a vraiment des tensions entre les groupes.
Donc voilà ce que je peux en dire. Alors mon point de vue, c'est mon point de vue de sociologue. Après, on peut avoir un point de vue normatif. Ce qui est vrai, c'est que le sabotage, je vais dire quand même juste un point et je fais un pas de côté, ça peut quand même être dangereux parce que quelquefois quand on sabote, il y a quand même mort. Je le dis notamment parce que je reviens sur mes terres bretonnes. À un moment, il y avait un mouvement, on va dire, de libération de la Bretagne qui allait sur le sabotage et notamment aussi du McDo, enfin bref, des choses comme ça. Enfin, un petit peu à la José Bové, sauf qu'un jour, ils ont mis un engin explosif en pensant qu'ils allaient juste faire exploser le McDo, sauf qu'il y avait une salariée qui est morte. Donc, à ce moment-là, d'ailleurs, ça a tué d'une certaine manière, ça a tué le mouvement social. Enfin, en tout cas, ils se sont remis en cause. Et pour dire qu'à partir du moment où, quand même, on va sur de l'engin explosif et du sabotage, on a intérêt, quand même, d'être sûr que l'objectif, c'est le bien matériel, mais qu'il n'y ait quand même pas des effets sur les individus. Je vais répondre à une question. D'abord, poser une question à la question, de manière très lâche. C'est quoi pour vous une désobéissance non violente ? Pour que je puisse comprendre ce qu'est une désobéissance violente. Et c'est pas piège, c'est vraiment pour voir. J'ai peut-être des exemples qui peuvent être plus concrets. Par exemple, pendant ça fait à peu près 4 ou 5 ans que maintenant les collectifs de désobéissance civile comme Extinction, Rébellion ou quoi que ce soit font, le jour du Black Friday, des actions de boules puantes dans les magasins. Pourquoi c'est pas violent pour vous ? Parce que ça ne détériore pas, ni les gens, et que ça force forcément la décision. Alors, je redis, je ne veux pas être piégeux, c'est pour comprendre quelle est la nature de la non-violence quand vous l'amenez. Oui, je vois. Mais la non-violence, pour moi, c'est ça. Ça rentre aussi, par exemple, une autre action de désobéissance civile non violente, de dégonfler les pneus des SUV avec des petits cailloux. Pour moi, la différence... cette action peut être violente autant que non violente, dans le sens où si on ne prévient pas la personne en mettant un petit carnet sur le rétroviseur en disant « je vous ai dégonflé les pneus, vous voilà pourquoi », si on ne fait pas ça, ça devient violent parce qu'on met en danger la vie des autres. Mais si on le fait, c'est pas violent parce que c'est juste forcer les gens à ne pas leur demander la permission, en fait. Pour moi, c'est ça, la désobéissance civile aussi. Ok, je vais aller... C'était pas piégeux, mais c'était aussi pour voir la réflexion de la notion de non-violence. Ça vous va En fait, presque, pardonnez-moi l'expression, ça se vient, on s'en moque si ça me va ou pas. C'était pour voir, et aussi poser cette question de non-violente. Je vais me faire l'avocat de la personne qui a le SUV. J'ai ma petite qui doit partir à l'hôpital. C'est génial que vous m'ayez mis le petit truc. Elle ne peut pas aller à l'hôpital. C'est violent. Donc... ça se discute, en fait. Pour moi, ce qui est important, la violence n'existe pas, en fait. C'est une incrimination. Est-ce que c'est légal, pas légal, dans le cadre de désobéissance ? Et en fait, pour moi, quand je vous ai écouté votre question qui était intéressante, votre réflexion, c'est de se dire, toute désobéissance ne peut être que réprimée, en fait. Vous l'appelez non-violente, mais elle sera réprimée quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre juridique qui vous interdit de le faire. Et que si le cadre juridique qui est porté, qui est garanti par un État, on en pense ce que l'on veut, autorise que ce cadre juridique soit remis à l'ordre du jour, il va être réprimé. Donc, pour moi, la question ne se pose pas sur violence, non-violence, c'est est-ce qu'on accepte, quel que soit le degré après, de transgresser une loi qui nous paraît pas légitime. C'est ça l'enjeu juridico-philosophique, ce que vous voulez. Je ne remets pas en cause votre pensée, j'essaie de, pour moi, la décaler, parce que la notion de non-violence est trop personnelle pour être remis en cause. Les résistants qui mettaient une balle dans la tête des SS, c'était de là. Ils pouvaient considérer ça comme violent, mais non violent en même temps. On revient à cette histoire d'histoire. C'est-à-dire, ça dépend qui c'est qui va gagner à la fin. J'arrive aussi à une idée vraiment de vos sentiments et de votre réalité. Moi, j'étais à Malville en 1977. Il y a eu un CRS qui a eu une main arrachée, un militant qui a eu un pied arraché et un militant qui est mort.
Donc, et j'avais des copains qui avaient des casques à pointe, mais moi, c'était pas mon truc. Moi, la violence telle que je pense, vous l'avez évoqué, de lancer des boulons ou des boules de pétanque, je n'ai jamais pu le faire. Je n'ai jamais pu le faire. Donc, toutes les autres formes je ne sais pas si je critique ou si je refuse ceux qui le font. Je connais des gens qui étaient à Sainte-Soline, etc. Donc c'est pas la question, c'est vraiment... Je reviens à mon idée de fait. Le principal, c'est d'agir. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui correspond à vos choix personnels, politiques, mais surtout que vous ne vous laissiez pas aller au découragement, à la lassitude ou à l'aquabonisme. La violence, c'est vraiment un éventail donc de la balle dans la tête du méchant, qui était sûrement père de 2 enfants et propriétaire d'un berger allemand. Mais en tous les cas, c'est l'extrême. Et le début de la violence, c'est de refuser une décision que l'État, dont je suis le garant puisque je suis citoyen et que j'ai une carte d'identité, je refuse quand même. Donc l'idée de violence, elle est très compliquée et elle est liée à vos aptitudes et à vos choix. Faites-vous confiance quand même dans vos choix. La seule chose qui est importante, c'est d'agir. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette idée de collectif et de diversité, de façon à ce que vous trouviez votre mode de résistance et d'action par rapport à des choses qui vous paraissent mauvaises pour votre avenir. Donc c'est pas une manière de refuser de répondre, c'est plutôt c'est trop personnel. Et moi, par exemple, c'est une question d'âge et de poids. Je courais mieux il y a 30 ans, par exemple. Et vous êtes en garde à vue, on ne parle pas, on appelle son avocat. Voilà. C'est un droit, d'accord? On ne parle pas, on appelle à son avocat. Et je suis puissance publique et je dis ça aussi aux élus. J'ai l'occasion de le redire, des choses importantes comme ça. Eh ben, merci à vous 4 pour cette conférence très intéressante. Merci à toutes et à tous d'être venus. D'abord, pour information...